Je m'appelle Eliane, j'ai 70 ans. Je suis veuve, et architecte à la retraite. J'ai passé 4 décennies à bâtir, à concevoir, à ériger tout ce que mon fils unique, Julien, considère aujourd'hui comme un dû. Ses frais de scolarité dans les meilleures écoles privées, sa première voiture de sport, et même l'apport pour l'achat de sa maison avec sa femme, Chloé. Je n'ai jamais rien demandé en retour, car l'amour d'une mère, me disais-je, ne se monnaie pas. À la mort de mon mari, Jean, j'ai hérité d'une fortune considérable, fruit de son travail acharné et de ses investissements judicieux. Discrètement, avec l'aide de ma notaire et amie de toujours, Françoise, j'ai protégé ce patrimoine, le plaçant dans des structures légales quasi impénétrables. Je n'aurais jamais cru devoir un jour m'en servir comme d'un bouclier contre mon propre sang. Et pourtant. Lors de mon dîner d'anniversaire, dans l'un des restaurants les plus chics de Gordes, devant toute notre famille et quelques amis, il s'est levé. Il a exigé que je lui cède la moitié de mon héritage. Il en avait besoin maintenant, a-t-il déclaré, pas quand je serais en train de pourrir sous terre. Ma réponse fut un non, calme mais d'une fermeté d'acier. Sa main a claqué contre ma joue, le son résonnant comme un coup de fusil dans le silence feutré de l'établissement. Tu n'es qu'un portefeuille sur pattes, a-t-il sifflé, le visage déformé par la haine. Je n'ai ni pleuré, ni crié. Je l'ai simplement regardé dans les yeux, un léger sourire flottant sur mes lèvres. Car tout ce qu'il croyait lui revenir de droit n'existait déjà plus, du moins pas pour lui. C'était verrouillé, hors de sa portée. Et ce qui allait suivre serait une leçon qu'aucun d'entre nous n'oublierait jamais point. Le dimanche matin dans le Luberon a toujours eu pour moi un rythme particulier, une symphonie de lumière et de silence. Les Alpilles se découpant au loin, gardiennes immuables, tandis que les villages perchés s'éveillaient lentement sous le soleil de Provence. J'avais l'habitude de savourer cette quiétude depuis la fenêtre de ma cuisine, devant une tasse de café noir, humant l'odeur des pins et du thym de mon jardin. Mais ce dimanche-là était différent. Julien avait insisté pour que nous nous retrouvions pour un brunch familial à la Bastide de Gordes, un de ces endroits où les œufs bénédicts coûtent le prix d'un plein d'essence et où l'on vient davantage pour être vu que pour manger. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait lorsque Chloé est arrivée, moulée dans une robe de créateur couleur pêche qui semblait avoir été cousue sur sa peau, épousant chaque courbe avec une précision calculée. Elle arborait ce sourire éclatant, celui qu'elle réservait aux photos Instagram et aux partenaires commerciaux potentiels. Ma belle-fille, 32 ans, avait perfectionné l'art de paraître spontanée alors que chacun de ses gestes, chaque inflexion de sa voix, était un produit marketing. Ses longs cheveux blonds tombaient en cascade savamment orchestrés sur ses épaules nues, et un parfum capiteux, un mélange de fleurs blanches et d'ambition, flottait autour d'elle. Ses ongles, d'un rouge parfait, pianotaient sur son téléphone dernier cri, probablement pour vérifier le nombre de likes sur sa dernière publication. Julien, mon fils de 35 ans, portait une chemise en lin blanc qui, j'en étais sûr, coûtait plus cher que ce que la plupart des familles de la région dépensaient en nourriture en une semaine. « Maman, tu es radieuse », lança-t-il en déposant un baiser sur ma joue. Un baiser mécanique, froid, un geste qu'il avait développé au fil des ans et qu'il n'utilisait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Ce n'était pas de l'affection, c'était le prélude à une transaction. Je m'étais habillé avec ma sobriété habituelle, un pull en cachemire gris que je possédais depuis 10 ans mais qui restait impeccable, et mes perles. Les mêmes perles que je portais lorsque j'avais supervisé la rénovation de la mairie de Cavaillon, à l'époque où je croyais encore que le travail acharné et l'intégrité suffisaient à gagner le respect de sa propre famille. J'ai réservé ta table préférée, annonça Chloé avec un enthousiasme forcé, désignant la terrasse qui surplombait la vallée. Celle avec la vue sur les champs de lavande. Nous nous sommes installés, et pendant les premières minutes, nous avons joué la comédie de la famille idéale. Chloé a parlé de son dernier partenariat avec une marque de cosmétiques bio, tandis que Julien hochait la tête avec l'intensité de quelqu'un qui aurait mémorisé un argumentaire de vente. J'écoutais, ou plutôt, je faisais semblant. Je sirotais mon café et observais les autres clients nous jeter des regards en coin. Gordes est un petit monde, les gens connaissaient le nom de Laramie, même si ce n'était que de manière superficielle. C'est au moment où le plat principal est arrivé que Julien a changé de sujet. « Maman, il faut qu'on te parle de quelque chose d'important », dit-il en découpant sa gaufre avec une précision quasi chirurgicale. Chloé et moi, on travaille sur une opportunité d'investissement incroyable. Je connaissais cette intonation. C'était la même que celle qu'il utilisait à 8 ans quand il voulait que je lui achète le dernier vélo à la mode. Sauf que maintenant, les vélos coûtaient 500 000 €. C'est l'occasion d'une vie, enchaîna Chloé en se penchant en avant,
cette lueur prédatrice dans les yeux qu'elle réservait à ses vidéos « Backstage ». Une marque de lifestyle qui révolutionne le marché du bien-être provençal. On a tout de suite pensé à toi. Tu as toujours eu un œil si sûr pour les investissements solides. Je savais exactement où cette conversation nous menait, mais j'ai décidé de les laisser dérouler leur numéro. Après 40 ans à concevoir des bâtiments, j'avais appris que la meilleure façon de comprendre une structure était d'observer où la pression était appliquée. Le problème, c'est le timing, dit Julien en posant ses couverts. Il faut agir vite, très vite. Et, il se racla la gorge. On aurait besoin d'un accès à une partie de l'héritage. Maintenant. Avant que, tu sais. Il n'osait pas le dire. Avant que je meure. C'était ça, la fin de sa phrase. Combien, ai-je demandé, gardant ma voix aussi neutre que lorsque je vérifiais des plans d'architecte. 500 000 €, lâcha Chloé, comme si elle arrachait un pansement. Je sais que ça paraît beaucoup, mais le retour sur investissement est projeté à 300% la première année. J'y suis restée silencieuse, observant leur visage. Julien avait cette expression anxieuse qu'il portait en permanence depuis son mariage avec Chloé, comme s'il courait constamment après quelque chose qui lui échappait. Chloé, elle, maintenait son sourire d'influenceuse, mais je pouvais voir la tension crisper les coins de ses yeux parfaitement maquillés. L'héritage est structuré d'une manière spécifique pour une bonne raison, ai-je finalement répondu. Les fonds ne seront débloqués qu'après mon décès. Ce n'est pas négociable. Mais maman? Julien se pencha par-dessus la table, sa voix prenant une teinte suppliante. C'est juste une avance. Ce n'est pas comme si on allait te perdre demain. C'est un investissement intelligent. Julien, j'ai fait des investissements intelligents bien avant ta naissance. C'est précisément pour cela que cet héritage existe. Chloé échangea un regard avec Julien, une de ces communications silencieuses que les couples développent. Puis elle se tourna vers moi, sa voix soudain plus douce, plus mielleuse. Eliane, je comprends que vous soyez prudente. C'est admirable, vraiment. Mais parfois, je pense que, votre génération voit les choses différemment. Le monde des affaires bouge si vite aujourd'hui. Une opportunité aujourd'hui peut avoir disparu demain. La condescendance dans sa voix, bien que subtile, était aussi piquante qu'une guêpe. L'implication était claire, mon âge me rendait obsolète, incapable de comprendre le monde moderne. Comme si 70 ans d'expérience était un handicap plutôt qu'une force. Ma génération, Chloé, a bâti la richesse que vous êtes si pressé de dépenser, ai-je répliqué, sans élever la voix d'un décibel. L'atmosphère à la table a changé instantanément. Le sourire de Chloé s'est figé, devenant une grimace forcée. Julien s'est raidi. Il ne s'agit pas de dépenser, maman. Il s'agit d'investir. De faire fructifier ce que tu as. Et si l'investissement ne fonctionne pas? Ça ne va pas arriver, lança Julien avec une conviction qui sonnait plus comme du désespoir que de la confiance. Chloé a fait ses recherches, nous avons des contacts, nous connaissons les bonnes personnes. Les mêmes contacts qui vous ont dit que cette entreprise de produits de beauté allait être le prochain L'Oréal? Chloé rougit légèrement. Ils avaient perdu 30 000 € dans cette aventure l'année précédente. C'était différent, murmura-t-elle. Et le blog de voyage? Et la ligne de vêtements de yoga? Maman, s'il te plaît. La voix de Julien s'éleva, assez fort pour que les tables voisines se tournent vers nous. Il ne s'agit pas des échecs passés. Il s'agit de l'avenir. De notre avenir. Votre avenir n'est pas ma responsabilité, Julien. Il ne l'a jamais été. Les mots sont sortis plus froids que je ne l'aurais voulu, mais ils étaient vrais. J'avais élevé Julien seul après la mort de son père, quand il n'avait que 12 ans. J'avais enchaîné les chantiers, économisé chaque centime, sacrifié vacances et luxe pour m'assurer qu'il ait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Mais quelque part en chemin, mon fils avait confondu mon amour avec une obligation de financer ses caprices. Tu sais quoi? Julien se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur les dalles de pierre. J'en ai marre de ça. J'en ai marre de devoir te supplier pour chaque putain de chose. Tu te comportes comme une sorte d'impératrice de l'argent, alors que tout ce que tu es, c'est une vieille radine qui ne supporte pas de voir sa propre famille réussir. Les conversations aux tables voisines s'étaient tues. Je sentais tous les regards sur nous, les chuchotements étouffés. Chloé posa une main sur le bras de Julien, mais il la repoussa violemment. Tu sais ce que je pense? Continua-t-il,
sa voix emplissant l'espace comme un poison. Je pense que j'ai conduit les 20 kilomètres qui séparent Gordes de Montmasse dans un silence plus lourd que l'air orageux d'un soir d'été. Ma joue me brûlait encore, mais c'était une douleur dérisoire comparée au vide glacial qui s'étendait dans ma poitrine. Un portefeuille sur pattes. C'était donc tout ce que j'étais pour lui. Après toutes ces années, tous les sacrifices, tous les murs que j'avais érigés pour le protéger, j'étais réduite à de l'argent avec des jambes. En arrivant, je suis restée assise dans ma voiture pendant de longues minutes, contemplant la maison que j'avais dessinée moi-même 25 ans plus tôt. Un mas provençal revisité, avec des lignes épurées et de grandes baies vitrées qui capturaient la lumière changeante du Luberon. Chaque pierre, chaque poutre, chaque angle avait été pensé. C'était un foyer bâti avec intention, pas avec ostentation. Une fois à l'intérieur, je me suis dirigé directement vers mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur, et avec la même précision que j'utilisais pour calculer les charges structurelles d'un pont, j'ai annulé le virement automatique de 4 000 € qui, chaque mois depuis 8 ans, coulait de mon compte vers le sien. Un flux ininterrompu pour lequel je n'avais jamais reçu un seul merci. Puis, j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Françoise, ai-je dit quand mon ami de toujours a répondu. C'est l'heure. Françoise Dubois, ma notaire, mon amie, ma confidente depuis nos 28 ans, a tout de suite compris. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliane? Sa voix était déjà celle d'une lionne protégeant les siens. Julien m'a montré exactement ce qu'il pense de moi. Et maintenant, je vais lui montrer exactement de quoi je suis capable. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, un silence non pas d'hésitation, mais de recueillement avant la bataille. Es-tu sûr? J'ai regardé par la fenêtre les Alpilles au loin, ces montagnes qui avaient été la constante de ma vie. Elles avaient vu des empires naître et mourir, des générations passer, et elles demeuraient, immuables. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette permanence. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, Françoise. Alors, j'appelle Maître Pelletier dès demain matin. J'ai raccroché et je suis restée assise dans mon bureau tandis que le soleil se couchait, incendiant le ciel. Dans le silence de ma maison, je pouvais entendre le tic-tac régulier de la vieille horloge comtoise, chaque seconde marquant le début d'une nouvelle ère. Un portefeuille sur pattes. Les mots résonnaient dans ma tête. Si c'était ce que Julien pensait que j'étais, il allait découvrir à quel point il avait tort. Car un portefeuille peut être vidé, jeté, remplacé. Mais moi, j'étais bien plus que cela. J'étais une architecte. Et je savais exactement comment démolir une structure de fond en comble pour en construire une nouvelle, plus solide, à sa place. Le lundi matin est arrivé avec cette clarté particulière qui suit les tempêtes. Je me suis réveillé à 5h30, comme je l'avais fait pendant 40 ans, mais cette fois-ci, ce n'était pas par habitude. C'était par une détermination nouvelle, un sentiment d'urgence qui vibrait en moi. Françoise est arrivée à 8h précises, ponctuelle comme toujours. Je la connaissais depuis que nous étions toutes deux de jeunes professionnels essayant de se faire une place dans un monde d'hommes. Elle, jeune clerc de notaire, moi, seule femme architecte dans un grand cabinet marseillais. Nous avions navigué ensemble dans les eaux troubles d'un monde qui ne nous attendait pas. Un café? Lui ai-je demandé, bien que 2 tasses fumantes attendaient déjà sur la table de la cuisine. Volontiers. Françoise s'est assise, mais je voyais dans ses yeux la question qu'elle n'avait pas osé poser au téléphone. Eliane, avant de lancer la machine, j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. Chaque mot, chaque geste, chaque regard condescendant. Quand je suis arrivé à la partie sur la gifle, Françoise a fermé les yeux, comme si elle pouvait sentir le coup elle-même. Le fils de pute, a-t-elle murmuré, avant de s'excuser immédiatement. Françoise jurait rarement, mais quand elle le faisait, c'était le signe d'une fureur authentique. Il y a pire, ai-je dit en lui tendant mon téléphone. Pendant la nuit, quelqu'un avait mis la vidéo en ligne. Elle avait déjà 50 000 vues et des centaines de commentaires, la plupart exprimant leur choc et leur sympathie à mon égard. Mais ce n'est pas tout. Regarde ça. Françoise a fait défiler l'écran pour me montrer une publication Instagram de Chloé, postée tard dans la nuit. Une photo d'elle, artistiquement éclairée, le regard embué de larmes, avec une légende qui commençait ainsi, quand un proche âgé traverse des changements dans sa santé mentale, c'est toute la famille qui souffre. La colère que j'ai ressentie était si pure, si froide, qu'elle en était presque apaisante. Elle essaie de contrôler le récit, ai-je dit. Et elle le fait de manière si grossière que c'en est pathétique.
Les gens ne sont pas stupides, Eliane. Ils voient très bien ce qui s'est réellement passé. Nous avons fini notre café en silence, puis Françoise a ouvert son porte-documents. J'ai parlé à Maître Pelletier hier soir. Il peut nous recevoir à 10h. Maître Antoine Pelletier avait la quarantaine et était spécialisé dans le droit patrimonial et la protection des personnes vulnérables. Son cabinet se trouvait à Avignon, dans un magnifique hôtel particulier restauré du XVIIIe siècle, un bâtiment dont j'avais moi-même supervisé la rénovation des façades des années auparavant. Madame Laramie, dit Maître Pelletier en se levant à notre entrée. C'était un homme élancé, avec des yeux vifs et intelligents derrière des lunettes à monture d'écaille. Je suis sincèrement désolé des circonstances qui nous amènent à nous rencontrer. Nous nous sommes assises dans son bureau, entourés de bibliothèques remplies de codes juridiques et de recueils de jurisprudence. Cela me rappelait mon propre bureau, rempli de manuels de construction et de normes techniques. Nous étions tous les deux des bâtisseurs, lui construisait des protections légales, j'avais construit des édifices. Je lui ai raconté l'histoire une nouvelle fois. Cette fois, c'était plus facile. Les faits étaient les faits, dépouillés de l'émotion douloureuse. Y a-t-il eu d'autres incidents, des violences verbales, psychologiques, demanda-t-il en prenant des notes. Verbales et psychologiques, oui. Surtout depuis 2 ans, depuis son mariage avec Chloé. Ont-ils une procuration sur vos comptes? Non, jamais. Un accès direct? Uniquement le virement mensuel que j'ai annulé hier soir. Maître Pelletier hocha la tête, visiblement soulagé. Bien. Nous avons plusieurs leviers d'action, dit-il. Premièrement, je veux que vous déposiez une plainte à la gendarmerie pour coups et blessures. La vidéo sera une preuve accablante. L'idée d'impliquer la police me mettait mal à l'aise. Toute ma vie, j'avais résolu mes problèmes en privé. C'est crucial pour 2 raisons, continua-t-il, sentant mon hésitation. D'une, cela établit un dossier officiel de l'incident. De 2, s'ils essaient un jour de contester votre capacité juridique, nous aurons la preuve documentée que vous avez été victime d'abus, et non l'instigatrice. Cela avait du sens. Dans ma carrière, j'avais appris que la documentation était reine. Quoi d'autre? Ai-je demandé. Nous allons restructurer l'intégralité de votre patrimoine. Testament, assurance vie, biens immobiliers. Nous allons créer une fiducie qui sera pratiquement impénétrable. Entre les biens immobiliers, les investissements et les liquidités, nous parlons d'environ 4,2 millions d'euros, précisa Françoise en ouvrant un dossier. C'était plus que ce que j'avais moi-même calculé. 40 ans d'épargne disciplinée, d'investissement prudent et un marché immobilier favorable avaient accumulé une fortune qui me surprenait moi-même. Et les biens que Julien utilise, demanda Maître Pelletier. L'appartement où ils vivent, à Aix-en-Provence, est à mon nom. Je paie le crédit et les charges. Ils ont aussi un cabanon dans les Calanques qui m'appartient. Parfait. Nous pouvons entamer une procédure d'expulsion immédiatement. Nous avons passé les 2 heures suivantes à disséquer chaque aspect de ma situation financière. Une dernière question, dit Maître Pelletier alors que nous nous préparions à partir. Avez-vous pensé à un bénéficiaire alternatif? La question me prit par surprise. J'étais tellement concentré sur le fait de déshériter Julien que je n'avais pas vraiment pensé à qui le remplacerait. J'ai quelques idées, ai-je menti? Sur le chemin du retour, le nom m'est venu. Amélie Renaud. Une jeune fille qui avait fait un stage chez moi il y a 10 ans. Elle était en terminale, issue d'un programme pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Brillante. Absolument brillante. Je me souvenais d'Amélie, une jeune fille mince aux yeux intenses qui posait des questions d'une intelligence redoutable sur les contraintes structurelles et les codes de l'urbanisme. Elle avait grandi dans le système, mais il y avait en elle une détermination, une faim de savoir qui me rappelait moi-même à cet âge. De retour chez moi, je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai trouvé Amélie sur LinkedIn. Elle avait fait ses études à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Diplômée depuis 4 ans, elle travaillait maintenant pour une petite agence à Marseille, spécialisée dans l'habitat social et le développement communautaire. Sur sa photo de profil, elle avait toujours la même intensité dans le regard, mais tempérée maintenant par la confiance et l'expérience. Ce soir-là, je lui ai écrit un courriel. Chère Amélie, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai envoyé le message avant de pouvoir changer d'avis. Le lendemain matin, j'avais sa réponse. Madame Laramie, bien sûr que je me souviens de vous. Vous avez changé ma vie d'une manière que vous n'imaginez probablement pas.
Ce serait un immense honneur de déjeuner avec vous. J'ai souri pour la première fois depuis 10 ans. La précision d'une démolition contrôlée m'a toujours fasciné. Au cours de ma carrière, j'ai vu des bâtiments entiers s'effondrer sur eux-mêmes en quelques secondes, réduits à un tas de gravats et de poussière. Mais ce spectacle instantané n'est que l'aboutissement de semaines de préparation méticuleuse. Chaque charge explosive placée stratégiquement, chaque point de pression calculé au millimètre près. Ce qui semble être une destruction soudaine est en réalité le fruit d'une planification extraordinairement soignée. Ma vengeance serait mon chef-d'œuvre de démolition. Le vendredi est arrivé, baigné dans cette lumière dorée si particulière à l'automne en Provence. Pour mon déjeuner avec Amélie, j'avais choisi un petit bistrot à Saint-Rémy-de-Provence, un endroit confortable mais sans prétention, où nous pourrions parler sans que chaque mot soit disséqué par des oreilles curieuses. J'avais revêtu mon uniforme de sobriété, un blazer bleu marine à la coupe parfaite et mes perles, toujours mes perles. Amélie arriva à l'heure pile, une qualité que j'appréciais au plus haut point. Elle avait changé en 10 ans. L'adolescente un peu gauche et timide avait laissé place à une femme de 28 ans à la présence tranquille mais assurée. Elle portait une robe simple couleur bordeaux, dont le tissu fluide caressait ses formes avec une élégance discrète, et une veste bien coupée qui, bien que n'étant manifestement pas d'une grande marque, était impeccable. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon souple qui dégageait sa nuque, révélant une peau laiteuse. Il y avait en elle une beauté qui ne venait pas de l'artifice, mais d'une confiance intérieure et d'une intelligence qui pétillait dans son regard. « Madame Laramie », dit-elle en s'approchant avec un sourire sincère. « Quel plaisir de vous revoir. S'il vous plaît, appelez-moi Eliane. Je ne suis plus votre patronne. Nous nous sommes installés et avons échangé des nouvelles. » Amélie me parla de son travail à Marseille, de sa passion pour la conception de logements sociaux qui ne ressemblaient pas à des cages à lapins, mais à de véritables lieux de vie. Ses yeux s'illuminaient en évoquant un projet récent, une résidence pour mères célibataires, avec des espaces communs pensés pour l'entraide et une crèche intégrée. « C'est le genre de travail que vous m'avez appris à valoriser, dit-elle. Une architecture qui sert les gens, pas seulement les égaux. » En l'écoutant, je me suis souvenu pourquoi elle m'avait tant impressionné. Amélie possédait cette rare combinaison de talent technique et de compassion sincère. Je lui ai alors exposé ma situation, en omettant les détails les plus sordides, mais en étant clair sur l'essentiel. Mon fils avait montré sa vraie nature et je cherchais de nouvelles façons de m'assurer que le travail de toute une vie profite à quelqu'un qui le méritait. Je pense créer une fondation, ou une bourse, pour les jeunes femmes en architecture, ai-je dit. Surtout pour celles qui, comme vous, ont dû se battre plus que les autres. Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes, mais elle les retint avec la même discipline que j'avais admirée en elle des années plus tôt. Eliane, ce serait extraordinaire. Il y a tant de jeunes filles brillantes qui n'ont jamais l'occasion de voir que ce métier est possible pour elles. J'aimerais que vous envisagiez de faire partie de ce projet. Pas seulement en tant que bénéficiaire, mais en tant qu'architecte du programme. Quand nous nous sommes quittés, ma décision était prise. Amélie Renaud serait mon héritage. Non pas ressentiment envers Julien, mais parce qu'elle incarnait tout ce que j'avais toujours valorisé. C'est Françoise qui m'apporta les nouvelles les plus intéressantes, le lundi matin suivant. « Tu as vu les réseaux sociaux ?» demanda-t-elle en entrant dans ma cuisine, sa tablette sous le bras. « Tu sais bien que non. »« Eh bien, tu devrais. » Elle m'a montré la page Instagram de Chloé. La publication la plus récente était une photo dramatique de carton de déménagement, avec la légende « Parfois, la vie vous force à faire des changements que vous n'auriez jamais attendus. » Je prends une pause nécessaire pour ma santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Continue de lire les commentaires. Les commentaires peignaient un tableau clair. Plusieurs marques de cosmétiques et de mode avaient mis fin à leur partenariat avec Chloé suite à la vidéo du restaurant. Apparemment, les entreprises n'appréciaient pas d'être associées à un tel drame familial public. Il y a mieux, dit Françoise en naviguant vers une autre page. Regarde ça. C'était une photo d'un document officiel, un commandement de quitter les lieux délivré par un huissier de justice, épinglé sur la porte de leur appartement à Aix. Quelqu'un l'avait photographié et posté sur Twitter avec le texte « Quand ton mari gifle sa riche maman et que tu perds ton appart de luxe. Le karma est une garce. » J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Je n'avais pas cherché activement leur ruine, mais je n'avais rien fait pour l'empêcher non plus. « Quand as-tu annulé les virements ?» demanda Françoise. Le dimanche soir, après l'incident. Donc, ça fait 2 semaines qu'il se débrouille seul. Sans ton aide mensuelle, sans les revenus des partenariats de Chloé. Eliane, ils n'ont probablement aucune réserve.
Les gens comme eux vivent au-dessus de leurs moyens, peu importe combien ils gagnent. Elle avait raison. Les virements, le paiement du crédit de l'appartement, les prêts occasionnels qu'ils ne remboursaient jamais, tout cela avait créé un château de cartes qui ne pouvait que s'effondrer. Cet après-midi-là, j'ai appelé Maître Pelletier. À quelle vitesse pouvons-nous finaliser la procédure d'expulsion? Pour quel bien? Tous. L'appartement à Aix, le cabanon dans les Calanques. Tout. Il y eut une pause. Eliane, cela les mettrait littéralement à la rue. Ils peuvent trouver leur propre logement, comme des adultes normaux. Je comprends. Je peux préparer les papiers pour demain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Il y avait quelque chose de libérateur à enfin agir, au lieu de simplement réagir. Mais c'est le jeudi que les choses ont vraiment commencé à s'accélérer. Françoise est arrivée le matin avec une expression indéchiffrable. Chloé a posté quelque chose hier soir. C'est différent. Elle m'a montré son téléphone. La publication Instagram était une série de captures d'écran de messages WhatsApp, prétendument échangés entre elle et moi. Les messages me dépeignaient comme une personne abusive et manipulatrice, menaçant de détruire leur vie s'ils n'obéissaient pas à mes caprices. Le problème, c'est que ces messages étaient des faux grossiers. Ce sont des faux, ai-je dit immédiatement. Je le sais. Quiconque te connaît le saurait. Mais les gens qui ne me connaissent pas pourraient y croire. Exactement. Et il y a autre chose. Françoise fit défiler l'écran. Regarde les commentaires. Les premiers commentaires avaient été de soutien envers Chloé, mais ensuite, quelque chose avait changé. Des internautes plus avisés avaient commencé à pointer les incohérences, les polices de caractère qui ne correspondaient pas, les marques de temps suspectes, des erreurs de montage évidentes. L'un d'eux avait écrit « C'est clairement un montage ». Ma grand-mère de 75 ans s'est à peine envoyé un emoji, et on est censé croire que cette dame écrit des menaces dignes d'un scénario de film noir? Allons. Un autre avait ajouté « Sérieusement ? Elle essaie de nous faire croire que sa belle-mère de 70 ans écrit « Je vais anéantir ta marque et ton mariage ?» On se croirait dans une mauvaise série télé. Ça se retourne contre elle, dit Françoise. Les gens commencent à voir ça comme une campagne de diffamation. Dans les heures qui ont suivi, le hashtag Justice pour Eliane a commencé à devenir populaire localement. Des internautes avaient même retrouvé des tutoriels de création de fausses conversations WhatsApp que Chloé avait leakées quelques jours plus tôt. En fin d'après-midi, elle a supprimé la publication, mais il était trop tard. Internet a la mémoire longue. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Laramie? Ici Jennifer Roland, de France 3 Provence-Alpes. Je me demandais si vous seriez disposé à faire une déclaration sur. J'ai raccroché immédiatement et éteint mon téléphone. Les faits parlaient d'eux-mêmes. La démolition contrôlée se déroulait exactement comme prévu. Mais ce n'était que la première phase. Les fondations avaient été fragilisées, les charges explosives étaient en place, mais la structure principale tenait encore debout. Il était temps de passer à l'étape suivante. J'ai repris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Maître Pelletier. Les papiers de révocation sont prêts? Oui, mais Eliane. Mais quoi? Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. En êtes-vous absolument certaine? J'ai regardé par la fenêtre les montagnes, immuables. Au loin, les lumières d'Avignon scintillaient comme des étoiles tombées sur la terre. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit, Antoine. Alors, je les dépose demain matin. J'ai raccroché et je me suis servi un verre de vin. Un seul, comme toujours. Dans exactement 24 heures, Julien et Chloé découvriraient qu'ils n'avaient plus de toit au-dessus de leur tête. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils commenceraient vraiment à comprendre ce que signifiait être complètement seuls. Le vendredi matin s'est levé avec cette clarté impitoyable qui précède les moments qui divisent une vie en un avant et un après. Je me suis réveillé à 5 heures, comme toujours, mais cette fois avec la certitude que lorsque le soleil se coucherait, tout aurait changé de manière irrévocable. Maître Pelletier avait été d'une efficacité redoutable. À 9 heures, les documents de révocation avaient été signifiés par huissier, et des serruriers étaient en route pour l'appartement d'Aix-en-Provence. Il avait également coordonné la présence d'un officier de police judiciaire pour s'assurer que le processus se déroule dans le calme et la légalité la plus stricte. Françoise est arrivée à 8h30 avec du café et cette expression qu'elle arborait depuis quelques semaines, un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Comment te sens-tu ?
m'a-t-elle demandé en s'asseyant à la table de ma cuisine. Comme avant de présenter les plans finaux après des mois de travail, ai-je répondu. Nerveuse, mais certaine que chaque calcul est correct. Mon téléphone a sonné à 10h17. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais qui c'était avant même de répondre. Maman? La voix de Julien était rauque, désespérée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la police ici, et des serruriers, ils disent qu'on doit partir. Bonjour, Julien. Ne me sors pas tes bonjours. Qu'est-ce qui se passe? Je récupère mes biens. L'appartement est à mon nom, il l'a toujours été. Vous n'avez plus l'autorisation d'y vivre. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. Non, ai-je dit, avec le même calme que j'utilisais pour expliquer les codes de l'urbanisme à des clients récalcitrants. C'est ma propriété. Vous n'étiez que des invités qui sont restés trop longtemps. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, le bruit de cartons qu'on déplace, Chloé qui pleurait ou criait, je n'étais pas sûr. Maman, s'il te plaît, on peut en parler. On peut arranger les choses. Comme tu as arrangé les choses quand tu m'as giflé en public? Il y eut un silence. C'était une erreur, j'étais stressé et... Julien, je vais raccrocher maintenant. L'officier de police a pour instruction de vous laisser jusqu'à 17h pour récupérer vos effets personnels. Après quoi, tout ce qui restera sera considéré comme abandonné. Attends, ne. J'ai raccroché. Françoise m'observait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Quoi? Ai-je demandé. Je ne t'avais jamais vu comme ça. Comme quoi? Complètement en contrôle. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sentais entièrement maîtresse de ma propre vie. Le téléphone a continué de sonner toute la matinée. Julien, des numéros inconnus que je supposais être Chloé, et même quelques journalistes qui avaient réussi à obtenir mon numéro. J'ai tout laissé partir sur la messagerie. Mais c'est à 14h que j'ai reçu l'appel qui comptait vraiment. Eliane? C'est encore Jennifer Rolland, de France 3. Je sais que vous ne voulez pas parler aux médias, mais vous devez savoir que nous allons diffuser un reportage ce soir sur la situation. Nous préférerions avoir votre perspective. Cette fois, je n'ai pas raccroché. Quel genre de reportage? Honnêtement, il vous est très favorable. Nous avons enquêté sur les allégations de votre belle-fille concernant les faux messages, et nous avons également confirmé l'incident du restaurant. Nous voulons faire un sujet sur l'abus financier des personnes âgées. J'ai pesé mes options. Je pouvais rester silencieuse et laisser les autres contrôler le récit, ou je pouvais prendre les rênes de ma propre histoire. Je n'apparaîtrai pas à la caméra, ai-je finalement dit. Seriez-vous d'accord pour un entretien téléphonique? Nous pouvons déformer votre voix pour protéger votre vie privée. Donnez-moi 1 heure pour y réfléchir. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maître Pelletier. Légalement, il n'y avait aucun problème. En fait, cela pourrait même être bénéfique, m'a-t-il conseillé. Surtout si Chloé continue d'essayer de manipuler l'histoire. Le risque est minime si vous vous en tenez aux faits. Ne faites pas d'accusations que vous ne pouvez pas prouver. Parlez seulement de ce qui s'est passé. J'ai décidé de le faire. L'entretien a été programmé pour 16h. Jennifer Rolland s'est avérée être une journaliste chevronnée qui posait des questions directes mais justes. Je lui ai parlé de l'incident, des demandes financières constantes, des captures d'écran falsifiées. J'ai gardé ma voix calme et je me suis tenu au fait. Mais c'est vers la fin de l'interview que j'ai dit quelque chose que je savais être puissant. Je veux que les gens comprennent quelque chose, ai-je dit. Nous ne sommes pas des portefeuilles sur pattes. Nous sommes des femmes qui ont bâti des vies, qui ont fait des sacrifices, qui ont créé des patrimoines. Et nous méritons d'être vus comme des êtres humains à part entière, pas comme des sources de financement pour les fantaisies des autres. Quand j'ai terminé l'appel, je me sentais étrangement libéré. Pour la première fois, j'avais raconté ma propre histoire, selon mes propres termes. Le reportage a été diffusé à 19h30. Françoise est restée pour le regarder avec moi. Voir l'histoire de l'extérieur était surréaliste. Jennifer Rolland avait fait un excellent travail, contextualisant l'incident dans le problème plus large de l'abus financier des aînés. Elle avait interviewé des experts, inclus des statistiques, et traité mon histoire avec dignité. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont les images qu'ils avaient réussi à obtenir de Julien et Chloé ce jour-là. Ils les avaient filmés sortant de l'immeuble avec des cartons et des valises. Ils avaient l'air petits, vaincus.
Le maquillage de Chloé avait coulé le long de ses joues, traçant des sillons noirs sur son visage autrefois parfait. Ses cheveux, d'habitude si soyeux, étaient emmêlés. Elle portait un jogging informe, loin de ses tenues de créateur. Son corps, qu'elle mettait tant en scène, semblait recroquevillé sur lui-même, comme pour se protéger des regards. Julien portait un t-shirt froissé qu'il n'aurait jamais mis en public auparavant. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de compassion. Mais une compassion distante, celle que l'on peut éprouver pour des étrangers qui ont fait de mauvais choix. L'impact a été immédiat. Mon téléphone s'est rempli de messages de soutien. L'un d'eux m'a fait pleurer. Madame Laramie, je suis une femme de 72 ans dont le fils me presse de lui donner de l'argent pour ses dettes de jeu. Voir votre histoire m'a donné le courage de dire non. Merci de nous montrer que nous pouvons nous défendre. Il y en avait des dizaines d'autres. Mon histoire avait touché une corde sensible. Le lundi matin, les conséquences réelles sont devenues évidentes. Françoise est arrivée avec une pile de journaux. « Tu es devenue célèbre », dit-elle. La Provence titrait « Une ex-oise se défend contre l'abus financier familial ». Le Figaro avait un article en page société, « L'affaire Laramie, quand les enfants adultes deviennent des prédateurs financiers ». Il y a plus, dit Françoise en ouvrant sa tablette. Julien est apparu sur les listes des mauvais payeurs. Apparemment, il doit de l'argent à plusieurs organismes de crédit. Et Chloé a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux. C'était la fin complète de sa marque personnelle, sa source de revenus, son identité. Où vivent-ils ? Ai-je demandé. Je ne sais pas. L'officier de police a dit qu'ils avaient chargé leurs affaires dans une voiture et étaient partis sans dire où point cet après-midi-là, alors que je travaillais dans mon bureau, organisant les documents pour la nouvelle fondation que je comptais créer avec Amélie. J'ai réfléchi aux événements des dernières semaines. J'avais commencé ce voyage en me sentant victime, mais dans le processus de défense, j'étais devenu autre chose. Un symbole de résistance. Je n'avais pas cherché cette responsabilité, mais je l'acceptais. Mon téléphone a sonné. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. C'était Amélie. Eliane, je viens de voir les nouvelles. Vous allez bien ? Je vais mieux que bien, ai-je dit, et pour la première fois depuis des semaines, c'était vraiment le cas. Amélie, à quelle vitesse pouvez-vous prendre un congé de votre travail à Marseille ? Je pense qu'il est temps de lancer officiellement la fondation. Vraiment ? Très sérieusement. Et je pense que nous devrions l'appeler la Fondation Laramie pour les femmes en architecture. Que mon nom signifie enfin quelque chose de bon pour les générations futures. Après avoir raccroché, je suis sorti sur ma terrasse. Le soleil se couchait, peignant les Alpilles de teintes dorées et pourpres. J'étais redevenu Eliane Laramie, la femme qui avait décidé que son héritage serait construit selon ses propres plans. Et ce legs ne faisait que commencer. 1 an plus tard, je me suis retrouvé assise au premier rang du centre des congrès de Marseille, observant Amélie Renaud recevoir le prix de l'innovation en design de l'Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle portait une robe bleu marine, simple mais d'une élégance folle, qui tombait en un drapé parfait sur sa silhouette. La femme qui se tenait sur scène n'était plus la jeune stagiaire que j'avais connue. C'était une force tranquille, une présence. Ses cheveux étaient coiffés avec une sophistication naturelle, et lorsqu'elle s'est avancée vers le podium, sa démarche était assurée, empreinte d'une confiance sans arrogance et d'une gratitude sans servilité. Dans ses yeux brillait toujours cette même intensité intelligente, mais elle était désormais celle d'une bâtisseuse qui avait fait ses preuves. Ce prix, dit Amélie dans le micro, sa voix claire et ferme résonnant dans la grande salle, n'est pas seulement le mien. Il est le résultat d'années de mentorat généreux, et le fruit d'une fondation qui a cru en une jeune femme issue de l'aide sociale à l'enfance, qui n'aurait jamais pensé pouvoir un jour concevoir des bâtiments qui changeraient des vies. Elle n'a pas mentionné mon nom. Nous avions convenu de garder ma participation discrète. Mais je savais que quelques personnes dans l'auditoire connaissaient le lien. La Fondation Laramie pour les femmes en architecture avait accordé sa première bourse complète à Amélie pour terminer son master. Elle avait utilisé cette opportunité pour concevoir un complexe de logement de transition pour les jeunes sortant du système de placement familial. Le projet pour lequel je reçois ce prix ce soir, continua-t-elle, est un ensemble de 12 logements à Avignon, qui offre un foyer temporaire à des jeunes de 18 à 25 ans. Chaque unité a été conçue non seulement comme un abri, mais comme une maison, car tout le monde mérite un espace qui honore sa dignité humaine. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce complexe était construit sur un terrain que j'avais donné, à quelques kilomètres seulement de Montmasse.
J'avais vu sa construction depuis les fondations jusqu'à la cérémonie d'ouverture, 6 mois plus tôt. Après la cérémonie, Amélie et moi avons dîné dans un petit restaurant du Vieux-Port. Elle avait perdu cette minceur presque fragile de sa jeunesse, elle avait maintenant la présence solide de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça fait? Lui ai-je demandé en trinquant avec un verre de vin rouge. Surréaliste, a-t-elle admis. Il y a 2 ans, je travaillais 60 heures par semaine juste pour payer mon loyer et mes prêts étudiants. Maintenant, je dirige ma propre agence avec 3 employés et une liste d'attente de clients. Tu le mérites. Je le sais, dit-elle, et j'ai adoré qu'elle le dise sans fausse modestie. Et je sais aussi la chance que j'ai de vous avoir eu dans ma vie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, il y avait une enveloppe sans adresse d'expéditeur dans ma boîte aux lettres. J'ai reconnu immédiatement l'écriture de Julien, bien que plus soignée, moins arrogante qu'auparavant. À l'intérieur, il y avait une carte postale de Rennes et une note manuscrite. Maman, j'espère que tu vas bien. Je travaille dans le bâtiment depuis 8 mois. Ce n'est pas glamour, mais j'apprends. J'apprends la valeur du travail honnête, ce que ça coûte vraiment de construire quelque chose qui dure. Je vis dans une chambre meublée près du centre. C'est petit, mais c'est à moi, payé avec mon propre argent. Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que signifie subvenir à ses propres besoins. J'y n'attends pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que je travaille à devenir la personne que j'aurais toujours dû être. Je ne sais pas si je serai un jour assez bien pour être à nouveau ton fils, mais j'essaie. Avec amour et respect, Julien. PS, j'ai vu l'article sur ta fondation dans le journal. Je suis fier de toi. J'ai laissé la lettre sur la table de ma cuisine et je suis sorti sur ma terrasse. Les Alpilles se dressaient contre le ciel étoilé, immuable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une forme de fierté maternelle. Non pas pour ce que Julien avait accompli, mais pour la manière dont il y était parvenu. Seul. Sans mes sauvetages, sans mes subventions, sans mon filet de sécurité perpétuel. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être que je le ferai un jour. Ou peut-être pas. Mais j'ai gardé la lettre, la plaçant dans un tiroir de mon bureau, à côté des plans d'un nouveau projet qu'Amélie m'avait proposé. 3 mois plus tard, j'étais dans mon bureau en train d'examiner les candidatures pour la 2e promotion de boursière lorsque j'ai reçu un appel inattendu. Madame Laramie? Ici David Chen, du New York Times. Nous préparons un article sur les nouvelles tendances de la philanthropie au féminin, et votre fondation a été citée par plusieurs experts comme un modèle innovant. Une demi-heure plus tard, j'avais accepté un entretien téléphonique pour la semaine suivante. Je ne cherchais pas l'attention du public, cela me mettait toujours mal à l'aise, mais Amélie m'avait convaincu que la visibilité internationale pourrait aider la fondation à grandir. L'article a été publié 1 mois plus tard, sous le titre « Les architectes du changement, comment les femmes seniors redéfinissent la philanthropie ». C'était un article réfléchi qui explorait comment les femmes de ma génération, après des décennies à construire silencieusement leur patrimoine, utilisaient maintenant leurs ressources pour créer des changements systémiques. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'il ne me dépeignait ni en victime ni en vengeresse, mais en bâtisseuse. Le journaliste avait compris que mon histoire ne consistait pas à punir un fils ingrat, mais à me réapproprier mon pouvoir et à l'utiliser pour construire quelque chose de durable. La réponse a été écrasante. Un après-midi de printemps, alors que je travaillais dans mon jardin, j'avais commencé à cultiver des roses, une chose pour laquelle je n'avais jamais eu le temps auparavant. J'ai entendu une voiture dans mon allée. C'était Amélie, mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux yeux brillants et tenant un portfolio sous son bras. Eliane, je vous présente Sofia Rodriguez, dit Amélie. C'est notre nouvelle boursière. Elle vient d'être admise à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Sofia s'est approchée avec ce mélange de nervosité et de détermination que je reconnaissais si bien. Madame Laramie, c'est un honneur. Votre fondation est en train de changer ma vie. Nos vies, la corrigea Amélie. À nous toutes. Je les ai fait entrer et j'ai préparé du thé. Sofia m'a raconté son histoire. Fille d'immigrants, première de sa famille à aller à l'université, fascinée par l'architecture depuis son enfance mais convaincue que c'était un rêve impossible jusqu'à ce qu'elle trouve notre bourse. En l'écoutant, j'ai vu le cycle se compléter. Sofia rappelait à Amélie ce qu'elle avait été, tout comme Amélie m'avait rappelé ce que j'avais été. Chaque génération transmettant son savoir et ses opportunités à la suivante. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans mon bureau et j'ai écrit dans le journal que j'avais commencé à tenir. 15 avril. Aujourd'hui,
j'ai réalisé que je ne suis plus la femme qui a été giflée dans un restaurant il y a 18 mois. Je ne suis plus non plus la femme qui a passé des décennies à se sacrifier en silence. Je suis quelque chose de nouveau. Une femme qui a construit des frontières, puis qui a construit un avenir. La fondation grandit au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Amélie s'épanouit en tant que leader. Julien apprend à se tenir debout. Et moi, j'apprends que l'héritage le plus puissant n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, mais ce que l'on construit pendant qu'on est encore là pour le voir grandir. Pour la première fois de ma vie, je suis exactement celle que je veux être. J'ai fermé le journal et j'ai regardé par la fenêtre. Les montagnes avaient été les témoins de mon mariage, de la naissance de Julien, de la mort de mon mari, de décennies de travail silencieux. Elles avaient vu mon humiliation et ma renaissance. Maintenant, elles étaient les témoins de quelque chose de nouveau. Une femme de 71 ans qui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour redessiner sa propre vie. J'avais cessé d'être un portefeuille sur pattes. J'étais devenue une constructrice d'avenir. Et cet avenir, me semblait-il, n'avait plus de limite.